Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut lire, dire, écrire avec un sublime album qui est une histoire à quatre voix d'Anthony Brown. Alors qu'est-ce que c'est une histoire à quatre voix? Eh bien, l'enjeu de cet album, c'est précisément de comprendre qu'il y a quatre voix. Quatre voix, ça signifie qu'il y a quatre personnages, quatre narrateurs qui vont travailler chacun sur l'histoire narrée depuis un point de vue. Donc il faut bien insister là-dessus. Ce sont quatre personnages, ils vont au même endroit, au parc, et ils racontent presque tous la même histoire, et pourtant pour chacun elle est très différente. Donc il y a la notion de point de vue. Chacun défend un point de vue. Alors, si on découvre la première fois, donc ce personnage de la mère que vous voyez assise sur un banc au parc. C'était l'heure d'emmener Victoria, notre labrador pure race, et Charles, notre fils, faire une promenade matinale. Nous entrâmes dans le parc et je libérai Victoria de sa laisse, quand brusquement un vulgaire bâtard surgit et commença à l'importuner. Je le chassai, mais le misérable corneau se mit à poursuivre Victoria à travers tout le parc et lui ordonna de partir, mais la sale bête m'ignora complètement. Assieds-toi, dis-je à Charles. Ici. Je réfléchissais au menu du déjeuner. J'avais un joli reste de poulet. Je pensais le servir agrémenté d'une salade, ou bien décongeler l'un de mes délicieux potages, lorsque je remarquai tout à coup que Charles avait disparu. Mon Dieu! Où était-il passé? Tant d'horribles individus rôdent de nos jours. J'écriai son nom pendant une éternité. Puis je l'ai vu en pleine conversation avec une fillette qui était de très mauvais genre. Charles, viens ici, immédiatement, ai-je dit. Et viens ici, je te prie, Victoria. Nous sommes rentrés à la maison en silence. La deuxième voix est celle euh, d'un père. J'avais besoin de prendre l'air. Alors moi et Réglisse, on a emmené le chien au parc. Il adore le parc. J'aimerais bien avoir la moitié de son énergie. Je me suis installée sur un banc et j'ai consulté les offres d'emploi. Je sais bien que c'est une perte de temps, mais on a tous besoin d'un petit fond d'espoir, non? Puis ce fut l'heure de rentrer. Réglisse m'a bien remonté le moral. On a bavardé gaiement le long du chemin. La troisième voix, donc le fils de la première voix. J'étais une fois de plus tout seul dans ma chambre. Je m'ennuyais, comme d'habitude. Puis maman a dit que c'était l'heure de la promenade. Il y avait dans le parc un gentil chien. Et Victoria s'amusait beaucoup. Elle avait de la chance, elle. Ça te dirait de venir faire du toboggan? Demanda une voix. C'était une fille, malheureusement. Mais j'y suis quand même allée. Elle était géniale au toboggan. Elle allait vraiment vite. J'étais impressionnée. Les deux chiens faisaient la course comme de vieux amis. La fille a ôté son manteau pour jouer à se balancer, alors j'en ai fait la même chose. Et je grimpe bien aux arbres et je lui ai montré comment s'y prendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Réglisse. Drôle de nom, je sais. Mais elle est vraiment sympa. Puis maman nous a surpris en train de parler et j'ai dû rentrer à la maison. Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois. Et la dernière fois, donc Réglisse, la fille de la deuxième voix du père. Papa n'avait vraiment pas le moral. Alors j'étais contente qu'il propose d'emmener Albert au parc. Albert est toujours extrêmement impatient quand on le détache. Il est allé droit sur une magnifique chienne et a reniflé son derrière. Il fait toujours ça. Bien sûr, elle s'en fichait la chienne. Mais la maîtresse était hyper fâchée, la pauvre pomme. J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc. J'ai d'abord cru que c'était une mauviette, mais en fait, non. On a joué à la bascule et il était pas très bavard. Mais ensuite, il est devenu plus cool. On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain. Puis, on a tous joué au kiosque et j'étais vraiment heureuse. Charlie accueillit une fleur et me l'a donnée. Puis, sa maman l'a appelé, il a dû partir. Il avait l'air triste. En arrivant à la maison, j'ai mis la fleur dans un peu d'eau et j'ai préparé une tasse de thé pour papa. Alors, on voit bien à travers ces quatre voix qu'il y a là des personnages
très différents, finalement deux familles, une mère, un fils, un père, sa fille, deux familles incomplètes, on peut l'imaginer, mais chacune allant promener le chien au parc. On voit qu'il y a des rencontres qui se font, des rencontres qui ne se font pas, et se dessinent ainsi progressivement des personnages très différents. Et donc pour comprendre le processus de ces quatre voix et de leur point de vue, il faut comprendre qui sont chacun de ces personnages. Alors on peut regarder les images qui accompagnent chacun des personnages, justement. La mère, on l'a vu, elle est plutôt sèche, plutôt sévère, plutôt inattentive aux autres. Et vous voyez, les arbres derrière elle vont prendre feu. Elle est représentée par l'automne. C'est la fin du printemps, la mort des arbres, la mort de la nature. C'est quelqu'un d'indifférent à ce qui se passe autour d'elle. Le père, lui, il est un peu isolé dans son chagrin, sa misère. On voit bien l'une des premières images qui l'entoure lorsqu'il part au parc. Les arbres sont en train de mourir, il n'y a plus de feuilles, donc c'est l'hiver, c'est la fin de la vie, c'est quand la vie meurt, avant de reprendre évidemment, mais elle meurt, la nature s'éteint petit à petit. Et puis il y a le troisième personnage, le petit garçon, qui lui eh bien, est dans l'ombre de sa mère, hein, comme on peut le voir, cette ombre un peu étouffante, mais il a quand même un peu d'espoir. Il regarde au loin, il regarde ces arbres qui reprennent des bourgeons, de nouvelles branches qui sont pleines de vie. On verra plus tard toutes les formes qu'elles ont. Il regarde les animaux et finalement il regarde aussi au loin les personnages qui sont dans ce parc. Et enfin, le dernier personnage, cette petite fille, Réglisse, qui est pleine de vie. Elle est entourée d'un ciel bleu, de verdure, d'une nature resplendissante. C'est le printemps. Elle symbolise, elle, tout à fait la joie de vivre. Alors, on peut s'interroger comme ça sur ce que signifie cette adhésion finalement de la part de l'auteur, cette association entre une saison et chacun de ces personnages pour commencer à s'interroger sur eux. Et puis, il faut s'interroger sur le parc, cet espace qui normalement est commun, c'est un espace social partagé. Et que se passe-t-il dans ce parc? Eh bien, vous voyez des rencontres impossibles ou des relations impossibles, même au parc qui est un lieu de jeu, un lieu extérieur, un lieu où on prend l'air, où on bouge. Eh bien ici, la mère et son fils regardent dans deux directions différentes. La mère est fermée sur elle-même, sur ses pensées. Le fils, lui, guette ce qui peut se passer ailleurs. Ils ne sont pas ensemble, même s'ils sont l'un à côté de l'autre. Si on regarde à présent l'image à côté, eh bien, cette mère, elle est incapable de voir ce qui se passe dans le square juste à côté d'elle. Elle sent bien une présence qui la dérange, mais elle ne voit pas le père. Et il y a là une frontière entre ces personnages qui est symbolisée par ce poteau noir et finalement elle qui a les trois quarts du siège et lui juste au bout du siège rejeté. Et finalement elle crie et regardez aussi les arbres crient avec elle ou crient de voir cette situation d'un parc qui finalement ne permet plus aux hommes et aux femmes et aux familles de se rencontrer. La rencontre qui devient possible, c'est celle des enfants. Alors évidemment, tout n'est pas simple, hein. Le poteau est encore là, mais vous voyez, il est éloigné, il est plus loin. Et ce sont les premiers personnages qui se regardent en face l'un de l'autre. Donc ils sont là, ils peuvent se rencontrer. Et au loin, si ce poteau symbolise la frontière, eh bien au loin, on voit ces chiens qui traversent toutes les frontières, en tout cas toutes les frontières imposées
par les hommes. Donc, on a ici une critique de classe sociale, d'une ségrégation sociale presque. Et là, c'est intéressant de pouvoir travailler en groupe pour amener les élèves à bien comprendre ce qui caractérise chacun de ces personnages pour voir ensuite comment ces rencontres sont totalement rendues impossibles. Alors on peut travailler par exemple sur texte et images et voir pour chacun des personnages, ici je donne un exemple sur la mère, ce qu'elle raconte et ce que les images racontent. Donc on peut imaginer 4 groupes dans la salle de classe qui vont travailler, enrichir. Oh, il peut y avoir 8 groupes et 2 travaillent sur le même personnage. Donc là il faut identifier la façon dont elle emmène Victoria et Charles. C'est quand même le chien qu'elle sort avant son fils. Faire une promenade matinale. Elle libère Victoria. Son fils, quant à lui, elle lui demande de rester, de s'asseoir sur le banc à côté d'elle. Et puis, elle se perd dans ses pensées de femme, une femme d'intérieur qui gère sa maison. Elle pense à son menu. Donc, elle semble être très satisfaite, en fait, de ce qu'elle peut avoir à cuisiner pour le repas du midi. Et puis elle découvre se sont éloignés et là, bon, elle n'est pas contente. Et le retour se fait en silence. Les images, elles correspondent au texte, mais elles vont venir compléter. On voit que la mère est assise auprès du père de réglisse, mais précisément, elle ne lui parle pas, elle ne le voit pas, elle ne le remarque pas. Donc on a là une indifférence totale à la société. Les 2 chiens, eux, jouent. C'est d'ailleurs en arrière-plan, toujours dans ces images. Voilà, mais elle ne les voit pas. Elle ne voit pas réglisse tout de suite. Elle ne remarque cette jeune fille que quand elle joue avec Charles, et c'est sûr qu'une jeune fille qui joue à des jeux de garçons ne peut être que finalement une mauvaise compagnie. Et puis il y a l'automne, elle est tout au long de son texte, de son chemin, l'automne résonne tout autour d'elle. Donc ça, on peut le faire pour chacun des personnages et ensuite le mettre en commun. On peut aussi travailler sur les sentiments et donc aller chercher les images qui permettent de voir que, par exemple, pour la mère, le sentiment n'a pas changé, elle y est allée pour promener le chien et elle rentre parce que le chien, voilà, c'est le temps de la promenade et puis c'est le temps de la fin de la promenade. Elle ramène tout le monde à la maison et ça se fait en silence, sans un mot. Au contraire, d'ici, on voit dans la première image que le père part assez désespéré, tout autour de lui est gris, il n'y a pas de lumière. Et si l'on regarde l'image à côté, alors non seulement les personnages que l'on voit dans les tableaux se sont enfuis, sortis des tableaux et dansent, mais lui, il a l'air beaucoup plus gai, il y a du mouvement. Et si on regarde en arrière-plan, eh bien, cette fois-ci, les tours sont illuminées, les abat-jours prennent la forme de tulipes, sont éclairés, et dans les arbres, il y a comme des lucioles qui, elles aussi, viennent éclairer ce retour à la maison. Donc finalement, cet homme qui est envahi par le froid de l'hiver et qui désespère de ne pas avoir de travail, il sait, il a su ou il a pu, grâce à sa fille, grâce aussi à lui, à être sensible à ce petit moment de plaisir qui s'est passé entre eux. Après, pour avancer sur la critique sociale, on peut aussi cette fois-ci comparer le langage qu'emploie chacun des personnages. La mère, par exemple, emploie le nous. Tout lui appartient, dans un usage très possessif. Tout lui appartient, notre maison, notre fils, notre chien. Un lexique très soutenu, voire même agrémenté quand elle parle à son chien, qui est quand même un pur race. Elle lui dit «Je te prie». Elle emploie des propositions incises, elle construit ses phrases en
ai-je dit, dis-je, ce qui met en valeur hein, ce qu'elle dit, mais elle est l'auteur, elle renforce le fait qu'elle est l'auteur de ses propos. Elle construit des phrases complexes, très longues, avec des propositions qui se juxtaposent. Et puis, elle explicite toujours qui sont les personnages. Donc, Victoria, c'est notre Labrador et Charles, notre fils. On peut se demander d'ailleurs, dans ce notre, probablement un mari ici absent. Donc, chacun est réduit à une fonction. C'est pas Charles et Victoria, c'est Charles le Labrador pardon, Victoria le Labrador et Charles le fils. Au contraire, le père, lui, il utilise le pronom impersonnel on. C'est un personnage qui n'est pas capable de parler en jeu, du moins tout au début. Il est finalement impersonnel lui-même. Il n'incarne pas, il n'a pas de volonté. Son langage est courant, parfois même avec des tournures syntaxiques qui sont incorrectes et qu'on peut faire relever aux élèves. Hein. Moi et réglisse, ça ne se dit pas, ce serait plutôt réglisse et moi. Mais il n'en est plus là à parler correctement. Il a un langage très oralisé avec des phrases très simples. On a bavardé gaiement. Donc on voit là que on a vraiment deux personnages qui sont à deux moments de leur vie très différentes, mais qui représentent chacun une classe sociale très différente. D'une part, une mère qui représente toute une famille qui a des biens, qui est très 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 attentionnée aux objets qu'elle possède, y compris son chien et son fils. Et de l'autre côté, un désespoir qui se traduit par ces phrases impersonnelles, mais en même temps, il est attentif à ce qui se passe et le moment qu'il a vécu avec sa fille est agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en classe? Eh bien, on peut aussi faire rédiger ce que chacun des chiens pense, puisque ce sont les deux seuls qui ne se sont pas exprimés. Alors ici, il y a un petit tableau que je propose hein, qui peut être complété pour aider les élèves à entrer dans l'activité. On peut supposer qu'évidemment, Victoria, vu qu'elle est la chienne d'une famille très bourgeoise, elle a sans doute un langage soutenu, alors qu'Albert, il est dans une famille beaucoup plus modeste et que son langage peut être très familier. Mais ceci dit, ils vont se rencontrer, jouer comme des amis. Donc c'est intéressant de voir comment ils vont finalement pouvoir raconter cette rencontre. Donc les chiens racontent ce qu'ils font avant la promenade, ils peuvent donner leurs sentiments, donc c'est l'heure pour l'une, l'autre c'est le père qui lui fait plaisir, il l'emmène, il y a encore ce plaisir-là. Ce qu'ils pensent lorsqu'ils comprennent qu'ils vont se promener. On sait que les deux chiens aiment se promener, qu'ils aiment être libérés de la laisse et de trouver un semblant de liberté. Cette rencontre qui n'est quand même pas anodine avec Albert qui renifle le derrière de Victoria et elle qui est totalement indifférente à cela. Donc ça peut être aussi un peu à jouer leur jeu. On sait par les personnages les jeux qu'ils ont choisis. Donc on peut le raconter, puis évidemment raconter quand ils rentrent chez eux comment se passe ce retour. Donc on peut amener les élèves à compléter ainsi ce tableau et puis ensuite à partager dans la classe hein, ceux qui racontent le regard, le point de vue de Victoria et ceux qui vont raconter le point de vue d'Albert. Alors, pour poursuivre, on peut aussi aller regarder, alors soit les élèves n'entrent pas bien dans la consigne, ne voient pas les idées, ne se souviennent pas, et dans ce cas-là, on peut revenir sur le texte et construire ce tableau-là pour voir ce que chacun des personnages dit des deux chiens et donc des informations que l'on a. Si les élèves sont entrés dans l'activité écrite, c'est pas la peine de faire ce deuxième tableau. Ce deuxième tableau peut venir finalement dans une forme de correction entre deux G pour regarder est-ce que toutes les idées, est-ce que tout le monde a bien repris, est-ce que les idées qu'ils donnent sont bien conformes à tous les éléments du texte, est-ce qu'ils en ont inventé, s'ils en ont inventé, est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport à ce que l'on sait du texte. Donc, ce deuxième tableau, c'est soit pour continuer à aider les élèves qui auraient vraiment des difficultés à entrer dans le premier jet, dans l'écrit, soit pour venir réguler ce jet entre deux activités d'écriture.
Alors il y a aussi à étudier les références iconiques de, de cet album et les illustrations, elles s'ancrent beaucoup dans le personnage surréaliste de Magritte. On a vu les chapeaux sur les lampadaires, mais les arbres aussi qui prennent les formes des chapeaux que représentait et que portait Magritte lui-même, on peut le voir dans le tableau de droite. Et puis les arbres prennent aussi cette forme d'un des tableaux avec c'est un cheval, mais nous on voit des chiens courir au loin, mais de ce tableau de Magritte. Alors, il y a d'autres références iconographiques ici à Edward Hopper, et c'est vraiment important parce que Edward Hopper est un artiste américain qui a vraiment beaucoup critiqué la société de consommation, et il a eu un regard assez sévère finalement sur la consommation de masse et ce que, oui, cette expansion économique de son époque finalement faisait aux humains et selon lui, pas forcément que du bien. Alors ici, on voit la mère. La maison de la mère, elle fait évidemment référence à la maison Hodgins, euh, Hodgins House de la maison représentée par Hopper, qui évidemment est une façon de critiquer ces grandes maisons bourgeoises et plutôt vides pour un chien et un seul petit garçon. Il y a aussi une autre référence à Edward Hopper dans ce tableau-ci, que l'on voit, donc le tableau au-dessus et la représentation de l'album en dessous, avec le retour de la mer, et c'est Shakespeare au crépuscule, donc signifiant donc la fin, ici vers la fin de la vie, la fin de la journée, la fin de la promenade, en tout cas, puisqu'il est plutôt à midi à ce moment-là. Mais on pourra remarquer quand même le petit Cupidon dans l'image d'Anthony Brown, ce petit Cupidon qui peut-être est en train d'envoyer une flèche dans le cœur de notre petit Charles. Alors il y a d'autres références iconographiques que l'on a déjà vues. Il y a une référence avec ces deux tableaux, pas deux tableaux, mais la représentation de deux tableaux par terre. Donc le Cavalier riant de Franz Holst, qui est une œuvre du XVIIe siècle, et puis une œuvre beaucoup plus ancienne de la Joconde, mais elle aussi, vous le savez, elle a un sourire énigmatique, donc une œuvre de Léonard de Vinci, cette fois-ci du XVIe siècle. Et ces personnages, eh bien, représentés là dans des tableaux au coin de la rue, et qui montrent toute la misère du père quand il rentre, eh bien on voit qu'il entre vraiment beaucoup plus gai, et eux dansent avec un Père Noël qui lui aussi reprend de l'espoir et nous fait quelques petits pas de chasser. Et si vous remarquez tout en haut de la tour qui se sont illuminés, et de la première tour, eh bien vous avez tout en haut King Kong. Et puis cette image beaucoup plus lumineuse que les autres. Alors, il y a le cri de Munch qui est quand même aussi signifiant. Je vous ai fait une reproduction donc en bas à gauche, et on l'a à trois reprises. Munch, on l'a à côté de la main dans le journal qui est en train de lire le père, la mère évidemment qui pousse ce cri pour appeler son fils, et le chien évidemment, le labrador pure race, et puis la forêt elle-même qui est horrifiée et qui reproduit ce cri de probablement quand même un peu de désespoir autour de cette non-rencontre et de ce que représentent finalement ces personnages. On a aussi une référence au douanier Rousseau avec cette allée du parc de Saint-Cloud. Si vous voyez la première de couverture s'y renvoie de façon assez de façon très représentative, vraiment comme un véritable clin d'œil. Et cette allée du parc de Saint-Cloud, c'est vraiment le parc où l'on va se promener à Paris. Et puis, nous avons aussi une référence dans
les arbres, donc une référence à l'arbre fleuri de Van Gogh, avec les enfants qui grimpent dans un arbre multicolore. Alors évidemment, nous avons aussi la gloire, hein, de cette fontaine, la fontaine de Neptune à Bologne. Alors c'est quand même très très étonnant qu'on puisse ici le retrouver. Il faut aller chercher la symbolique, hein, de cette fontaine de Neptune qui n'annonce guère de très bonnes choses finalement dans, dans cet album où finalement il y a trace aussi de combats, de non-rencontres, d'ignorance. Cupidon, on l'a vu, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure dans le texte. Et là, si vous regardez à l'arrière-plan de cette représentation où le père libère Albert, eh bien, vous avez tout en haut à gauche Mary Poppins qui s'envole elle aussi.